Le monde de l'imagerie se mobilise contre le Covid, on voit ça tout de suite avec mes invités. Le JT de la radiologie. Au sommaire de ce JT, on va essayer de comprendre en quoi l'imagerie médicale a été d'un grand secours dans cette période de Covid. Alors, d'abord, elle nous a aidé à mieux comprendre le Covid, n'est-ce pas, professeur Lehabrousse? L'imagerie, au tout départ, a été pour comprendre la sévérité du Covid dans son atteinte pulmonaire. On s'est rendu compte au départ que la maladie se compliquait sur le plan pulmonaire et donc c'est naturellement le scanner qui a été l'outil qui a été privilégié pour analyser cette maladie pulmonaire, cette pneumonie à Covid. Et ce qui a permis plus récemment de mieux comprendre, c'est lorsqu'on s'est rendu compte qu'au-delà de cette analyse qui montrait ces anomalies ventilatoires, on se rendait compte que certains patients qui n'étaient pas si graves sur le plan ventilatoire étaient pourtant graves sur le plan clinique. On s'est demandé s'il n'y avait pas une pathologie associée dessous. Alors, en termes d'urgence et de poumon, derrière le côté ventilatoire pouvait être le côté vasculaire. Et c'est ce qui nous a intéressés. Il y a un case report qui est sorti qui a parlé d'un cas d'embolie pulmonaire. À Besançon, on a cherché à en savoir un peu plus. Et on s'est dit que c'était étonnant d'étudier le poumon uniquement sur sa phase parenchymateuse, uniquement sans injection. C'était les recommandations internationales. Ce sont toujours les recommandations internationales. Et nous, on a décidé d'injecter nos patients sous la forme d'un angioscanner qui conserve la capacité d'analyser le parenchyme, évidemment, mais qui analyse aussi le système vasculaire pulmonaire. Et avec 100 patients consécutifs, donc sévères, des patients qui étaient suspects de pneumonie, on s'est rendu compte que 23 sur 100, donc 23% de ces patients, tout stade confondu de gravité Covid, avaient effectivement des images endovasculaires artérielles qu'on dénomme embolie pulmonaire, mais on pourrait être amené à en discuter parce que aujourd'hui, au-delà de ce caractère embolique, on peut se poser la question plutôt de microthrombie parce que notre papier a montré vraiment une localisation très périphérique de ces lésions. Et donc, avec des patients peu graves sur le plan ventilatoire, mais avec des lésions associées, donc qui devenaient graves et dont le critère de gravité était l'intubation. Donc, l'intérêt de notre papier, c'est faut switcher probablement du scanner sans injection à un scanner injecté de type angioscanner chez tous les patients suspects, puisque le taux est très important, c'est la première chose, fréquence, mais aussi que cette embolie pulmonaire ou ces thromboses sont présentes chez des patients, y compris à des stades Covid peu importants, mais les emmènent de façon statistique, avec une étude multivariée qu'on a pu faire, vers l'intubation-ventilation, qui est le stade de gravité important de ces patients. Et on sait aussi que l'embolie pulmonaire, je finis juste avec ça, l'embolie pulmonaire, c'est un critère de gravité, mais qui peut être traité, puisque l'embolie pulmonaire sont des caillots, et aujourd'hui, on a un traitement, ce facteur de risque cumulé, et donc quelque chose qui peut être traité par les anticoagulants. C'est ça l'intérêt. Donc, premier chapitre, mieux comprendre. Deuxième chapitre, l'imagerie et notamment la mise en réseau de tous les spécialistes d'imagerie, c'est aussi comprendre plus vite. N'est-ce pas, Daniel Georges? Alors effectivement, on a participé, nous, à cette prise en charge des scanners Covid au travers du réseau Télédiag, donc il y a un réseau de téléimagerie. 45 établissements, à peu près en moyenne, ont utilisé régulièrement les services de Télédiag pour un total de 2500 scanners Covid, c'est-à-dire qui ont vraiment été typés Covid, ce qui a permis en fait de limiter le nombre de radiologues intervenants, d'utiliser en plus un compte-rendu structuré qui permettait d'avoir des méthodes d'analyse assez rigoureuses, et en plus ce compte-rendu structuré qui était d'abord sur les bases de ceux de la SFR et de la SIT a été amélioré au fur et à mesure des connaissances, et en particulier on a ouvert un onglet embolie pulmonaire assez vite, puisqu'on s'est aperçu que l'embolie pulmonaire était fréquente. Alors, chez nous, enfin, en tout cas, puisqu'on était un petit peu aussi dépendant de la prescription des urgentistes, ont été injectés la plupart des patients dyspnéiques. C'est-à-dire que ceux qui étaient simplement fébriles ou une toux ou disons des facteurs de suspicion Covid relativement faibles, des indices faibles, n'ont pas été injectés, effectivement dans les séries qu'on va pouvoir ressortir, mais par contre on a injecté assez facilement les patients qui étaient dyspnéiques et on a trouvé avec une fréquence plus élevée que ce qu'on trouve habituellement en scanner thoracique des embolies pulmonaires. Ça, c'est tout à fait vrai. Et finalement, cette mise en réseau qui nous a permis, alors je crois que pour l'outil Kediac, qui est l'outil de compte-rendu structuré, aujourd'hui, on est à 6200 comptes rendus réalisés par cet outil. Ce qui nous permet effectivement de récupérer des données anonymisées, mais en volume,
d'avoir justement des données assez importantes, assez intéressantes, parce que très vite, on peut évaluer la gravité. Donc ça, c'était un élément quand même important, puisque ça a permis, alors, si on prend une petite série qui est celle de Dunkerque, 1000 accueils aux urgences, j'ai, je crois, 840 scanners demandés dans le cas de Covid, 350 jugés positifs, entre guillemets. Alors, par contre, on n'a pas sorti la série pour les scanners injectés, et 315 hospitalisations. On s'aperçoit qu'en gros, ont été demandés les scanners pour des patients qu'on allait hospitaliser et qui après sont éventuellement, pour certains, dans les cas sévères ou étendus, aller en réanimation. Mais je pense que là, on est allé très très vite dans la connaissance, tout en limitant quand même le nombre de radiologues intervenants et en permettant d'avoir une bonne connaissance et un compte-rendu homogène pour les urgentistes. Compte-rendu homogène parce qu'il est standardisé. C'est ça qui est important de souligner, il est standardisé dans l'exploitable. Donc à Dunkerque, ils ont travaillé en réseau. À Besançon, comment ça s'est passé, professeur Delabrousse ? Nous, à Besançon, c'est un CHU et donc les patients arrivent au CHU de Besançon. Nous, sur une période de 3 semaines qui a été la période de notre étude, on a eu 2000 cas Covid. Mais simplement, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le scanner n'est pas retenu pour être ni en dépistage, ni même pour de la symptomatologie qui n'est pas la complication pulmonaire. Donc nous, on a scanné de la complication pulmonaire et qui peut être plus ou moins grave, effectivement. Mais par contre, on les a scannés tous en angioscanner. Et ce que je veux pointer du doigt, c'est véritablement, même avec des patients qui étaient peu pathologiques sur le plan ventilatoire, des stades de Covid entre 25 et 50% des champs pulmonaires, on avait de l'embolie pulmonaire. Et ça, c'est, je pense, ce qui est important à noter aujourd'hui. C'est ce qui fait l'actualité, je pense, de cette maladie. Ce n'est pas qu'une maladie ventilatoire. Oui, c'est pas qu'une maladie ventilatoire et il y a des conclusions à en tirer, je pense, des deux côtés, sur la manière de prendre en charge les patients et les examens à faire aux patients en arrivant. Alors oui, ça nous a amené déjà, nous, le papier nous a amené déjà à injecter beaucoup plus facilement et on va tous les injecter maintenant, en accord bien sûr avec les urgentistes. Par contre, il est certain que, si on prend encore un exemple, mais parce qu'il est bien cadré, celui de Dunkerque avait un problème particulier qui était le délai d'obtention de la PCR, qui est passé dans la période de crise aiguë à 5 jours. Donc, bien évidemment, le scanner a servi aussi d'outil de workflow, d'outil de tri pour les urgentistes. C'est-à-dire qu'un patient dyspnéique ou un patient qui toussait a été effectivement scanné pour savoir si on allait en gros le garder ou pas. Nous, les seules limites qu'on a eues de scanners qui n'étaient pas des scanners de patients sévères étaient des patients pour lesquels il y avait une discordance claire entre une clinique très douteuse et forte et une PCR qui n'était pas positive. Auquel cas, là, il y avait logique. Et là, ceux-là, typiquement, on les a pas injectés. Voilà. François Worms, je me tourne du côté des industriels maintenant. Les radiologues se sont mobilisés puissamment. Quid de l'industrie ? De la même façon. Alors, on avait déjà un petit peu l'information de ce qui se passait en Asie, puis en Italie, donc on s'est préparé. Alors, au-delà du fait qu'on a déjà toutes nos machines sont connectées, ça nous a vraiment permis d'avoir une approche à 2 niveaux finalement pour soutenir les professionnels de santé et l'imagerie en particulier. Il y a d'abord une partie qui a été assistance et service. L'assistance et le service, ça a été de dire, on sait qu'on est sur une maladie qui est extrêmement contagieuse, donc on a mis tout de suite en place des tutoriels, des fiches pour expliquer aux professionnels de santé comment bien décontaminer, désinfecter nos scanners. Et puis, il y a eu un soutien aussi qui était pour les établissements qui n'avaient pas forcément les logiciels de post-traitement pour le poumon, de le mettre à disposition de façon gracieuse, un accès à la licence pour aujourd'hui 90 jours, mais ça pourrait s'étendre. Donc ça a été sur la partie assistance. Et puis il y a eu la partie évidemment où on s'est extrêmement mobilisé, c'est sur l'assistance technique qui a permis de mettre en place ce qu'on n'en avait pas. On a mis des assistances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que les établissements qui ont nos scanners aujourd'hui, s'ils ont une panne dans la nuit, on a un technicien qui peut prendre la machine à distance, qui peut voir quelle est la raison de la difficulté ou de la panne et pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Merci messieurs, tout le monde de l'imagerie s'est mobilisé pour le Covid et c'est pas fini. Le JT de la radiologie.